déjà nos intervenants qui ont fait avec nous l'ouverture, donc deux grands experts avec un regard très différent, mais toujours avec une vision de planter le décor au niveau de l'international. Et nous, on est bien sur une logique que l'Afrique, l'Europe sont deux continents qui ont beaucoup à s'apporter. On a parlé de collaboration dans l'intervention de Shah Chagar, où il parlait de toute la problématique justement de travailler en intelligence collective à sa propre manière, avec ses propres mots et avec beaucoup de bon sens. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment, justement, puisqu'on parle de modèle collaboratif, nous avons choisi pour vous, dans la session suivante, avec trois éminents experts, de parler des nouveaux modèles collaboratifs pour la transformation des organisations. Et donc, je tiens à entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a prévu pour vous, à la fin, encore une fois, un quiz avec des questions qui vous donneront plutôt l'occasion de poser vos questions, qui s'adresseront aux panélistes, évidemment. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc je vais les traiter d'une manière conséquente autant que nous avons. Et donc, je tiens à accueillir dans l'ordre des interventions Rita Septi. Bonjour Rita. Bonjour Driss. Très bien, je vais vous présenter rapidement. Donc Rita, et merci d'être parmi nous, est directrice des ressources humaines dans une filiale d'un grand opérateur international, donc une filiale marocaine dans la relation client, qui fait du BPO, de l'ITO, de la relation client en général, et plutôt de la relation client. Mais ce qu'il y a de particulier à dire sur son parcours, sans brosser tout son CV, c'est que l'entreprise dans laquelle elle travaille a pu bénéficier de prix de reconnaissance nationaux et internationaux en termes de positionnement de marque employeur, sans rentrer dans tout le détail. Et ça, c'est important parce qu'on est bien dans la logique de positionner l'humain au cœur de tous les enjeux. Et donc, c'est déjà une première marque de reconnaissance que d'avoir dans une entreprise ce genre d'appréciation. Ensuite, nous avons avec nous Dominique Loridon. Et bienvenue à vous, chère Rita. Bienvenue, cher Dominique. Comment allez-vous ? Alors, je pense que Dominique était connecté tout à l'heure, donc il est avec nous, donc on le voit à l'écran, on lui ramasse sa caméra. Donc, Dominique est un expert alors sur beaucoup de sujets. C'est pas toujours facile de présenter cher Dominique, mais je vais le dire assez succinctement. Il a fait un alliage assez savant dans sa manière d'approcher les enjeux de transformation des organisations en tant que consultant expert et formateur de haut niveau, notamment au niveau de l'association pour le progrès du management. Eh bien, ce que Dominique a fait, c'est qu'il a combiné la sagesse ancestrale des tribus maghrébines, dans lesquelles il a passé pas mal de temps à écouter les anciens, les sages, avec l'art du kendo, un art martial qui lui aussi fondé sur la discipline, sur l'écoute, sur l'attention de son prochain, sur le respect de certaines règles de vie en société. Et donc, parmi toutes les expertises qu'il anime, il a évidemment mis en avant l'humain comme étant le facteur. On a eu l'occasion d'animer des choses ensemble et l'humain remonte à chaque fois dans ses propos, vous l'entendrez. Bienvenue à toi, bienvenue à vous, pardon, cher Dominique. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, Driss? Oui, oui, tout à fait. Ensuite, j'ai quelqu'un d'autre, merci beaucoup, cher Dominique, quelqu'un d'autre qui est aussi très focus humain, malgré sa casquette de grand juriste. Sylvain Lasserre, bienvenue à vous, cher Sylvain. Et Sylvain est un expert à plusieurs titres du droit. Il est spécialisé dans le droit des entreprises et sociétés, mais il a particulièrement une passion pour l'humain. Il le dit souvent, d'ailleurs, il dit « Moi, je mets au cœur de la matière parfois inanimée du droit une dimension humaine très importante ». Il est directeur du centre de médiation de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, qui est la plus grande chambre française hors France au monde. Et donc, formateur, consultant, ces deux experts, derniers experts que je vais citer, font partie des experts que nous avons le plaisir de présenter au niveau d'Educateam à chaque fois on propose nos prestations à nos chers clients. Je suis très, très, très heureux de vous accueillir tous les trois. Je rentre tout de suite dans le sujet. Donc, on va commencer par Rita, avec vraiment un temps d'intervention qui est timé de manière à pouvoir ensuite donner un temps de parole aux participants. En quelques minutes, dites-nous pour vous, quel est l'état des lieux depuis l'avènement de la transition que nous vivons, hein. Je vous ai vu que j'évite de dire trop souvent crise parce qu'on est dans une transition d'opportunité. C'est quoi pour vous l'état des lieux en vraiment quelques minutes? Merci Rita et bienvenue. Alors, merci Driss, merci d'abord pour ton invitation et merci d'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur des sujets qui me tiennent à cœur et d'être parmi vous. Alors, si on devait parler d'état des lieux, on vit à peu près tous et toutes la même chose, bien sûr à des échelles et à des degrés différents.
Ce qu'on vit effectivement aujourd'hui, on peut appeler ça une crise, mais comme on le sait, une crise, c'est aussi des opportunités. Et je pense que si ça nous a permis à nous tous, d'abord en tant qu'êtres humains, de réaliser quelque chose, c'est d'abord notre pouvoir de résilience. Si on doit parler d'entreprise, parce que c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, l'entreprise classifiée, on va dire, de manière un peu historique, les entreprises structurées avec un système hiérarchique, plutôt pyramidal, bureaucratique, etc., plutôt à l'aise dans notre routine, avec nos process, avec, voilà, tout est processé, tout est structuré. C'était quelque part ça, ce qui était signe d'une entreprise, en tout cas qui fonctionne bien, c'est l'entreprise qui est bien organisée, bien structurée. Or, ce qu'on a vécu, et pas que dernièrement, hein, parce que des crises, il y en a eu par le passé, mais si on doit parler spécialement de celle-ci, au même titre que les autres, elle est venue chambouler justement toutes nos croyances et tous nos modes de fonctionnement, où on pensait que avoir le contrôle et maîtriser des process était suffisant pour pérenniser une entreprise. Or, ce qu'on a connu est venu justement mettre en, on va dire, en perspective tout ça, parce que les process ont été impuissants face à ça. Et puis, c'est l'être humain, au final, qui a vraiment été touché et dans quelque chose, justement, de très émotionnel, de très émotif, parce que ça a touché la santé. Donc, c'est vraiment un enjeu de survie qui nous a tous chamboulés. L'humain, justement, dans l'entreprise, parce qu'il en va d'abord de l'enjeu de survie de l'être humain et puis aussi de la pérennité de l'entreprise. Ce qui nous a sauvés, je dirais, c'est notre capacité de résilience. Une capacité de résilience d'abord individuelle, de remise en question. Quand on est justement dans un instinct de survie, ben voilà, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'énergie qui, soit on la met à notre service, soit justement elle nous dessert. Les entreprises, heureusement, ont su faire preuve de beaucoup d'agilité, mais encore une fois, quand on dit que l'entreprise a su faire preuve d'agilité, c'est parce que les humains, justement, dans les entreprises, ont su faire preuve d'agilité. Une agilité qui nous a permis, justement, de revoir nos méthodes de travail, notamment le télétravail. Au Maroc, c'était plus un concept qu'une réalité. Et on a tous vu qu'en une semaine, en 2 semaines, toutes les entreprises, tous secteurs confondus, et même l'éducation d'ailleurs, et même l'éducation nationale, tout le monde justement s'est mis en télétravail, a su adapter ses process, ses technologies, etc. pour pouvoir se mettre en télétravail. Donc le télétravail, à mon sens, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qu'on a tous vécu plus ou moins en même temps et avec laquelle on a su s'adapter. Et qui dit télétravail, justement, dit contrôle versus confiance. Avant justement cette pandémie, parler de télétravail, voilà, on se disait ah bon, mais comment on va faire, comment on va pouvoir contrôler, est-ce que les gens vont réellement travailler de chez eux, est-ce que et ben, une fois qu'on a été confronté à la situation, on a vu que voilà que le télétravail nous a permis non seulement de garder nos indicateurs de performance, mais aussi d'accroître aussi les indices de bien-être au travail, donc tout ce qui est baromètre social, etc. Et au final, ben oui, il a été possible de concilier justement télétravail et performance. Donc, si on devait en parler de manière un peu plus macro, on a été justement confronté à de l'incertitude, à de l'urgence, à de l'imprévisibilité. Et ce qui a été justement interpellé, c'est notre capacité de nous adapter, notre capacité d'innover, d'être réactif et d'être agile, et d'où justement ben voilà, de nouveaux modèles, on va dire, organisationnels, collaboratifs qui sont d'abord venus valoriser avant tout les rapports et les échanges humains
en favorisant la confiance plutôt que le contrôle et en brisant justement toutes les barrières, toutes les croyances qu'on a pu avoir sur tous ces nouvelles méthodes de travail qu'on assimilait plus à la Silicon Valley, alors qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, dans même les PME, etc., tout le monde a pu en faire l'expérience et c'est avant tout grâce à l'humain. Donc, du coup, ça met justement une certaine, on va dire pas pression, mais en tout cas, ça place justement l'humain et d'où justement la nécessité pour les entreprises de pouvoir justement accompagner ce nouveau paradigme-là et de repenser du coup le management, de repenser les stratégies RH qui pour le coup sont de plus en plus axées sur la multicompétence, on va dire, et surtout les soft skills. Pourquoi les soft skills? Parce que quand on parle d'agilité, quand on va parler justement d'agilité, d'adaptabilité, etc., c'est aux soft skills qu'on fait affaire et qu'on fait appel et pas spécialement que les compétences techniques. Donc, des stratégies RH justement orientées vers l'accompagnement, on va dire l'accompagnement et l'empowerment. Et ce sont des notions, à mon sens, qui sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que justement, ça vient vraiment concrétiser le fait de placer l'humain au centre de l'entreprise et on passe vraiment du slogan à la réalité des choses. Merci beaucoup. Et donc, ce que j'entends bien, Rita, et je vous remercie pour ce propos d'expert, hein, donc il n'y a pas de hasard de recevoir toutes ces distinctions des ressources humaines, c'est bien parce que les sujets de l'humain au cœur des préoccupations étaient déjà antérieurs à la transition que nous vivons dans votre parcours et celui de vos organisations, là où vous avez travaillé, vous travaillez, et ainsi de suite. Et donc, le sujet, il est clair que pour nous, quand on entend ça vu de l'extérieur, on se dit, OK, donc il y a un process organisé, on est dans un métier où on parle de TP, de temps de travail, et d'un seul coup, on entend aussi que finalement, tous les process sont bons à une chose, c'est bien sûr s'assurer de l'économie, enfin de l'efficacité économique, mais quelque part, il faut pas oublier l'humain. L'humain est au cœur de la réussite des organisations. Et donc, ce que j'ai bien retenu de votre intervention, c'est que il y a une espèce d'ouverture qui s'est mise en place depuis la transition, que là où peut-être à une époque on avait une vision en silo des différentes activités d'entreprise, aujourd'hui un mode collaboratif généralisé s'est mis en place avec une véritable recherche de valorisation de l'humain, notamment en lui permettant de lui-même se transformer en termes de soft skills et autres. Et je propose qu'on aille regarder maintenant ce qui se passe au nord de la Méditerranée. Merci beaucoup Rita. Dominique Loridon donc, est avec nous. Alors lui, ce qu'il a choisi. Merci. On va vous redonner la parole sur la deuxième partie un petit peu après. Merci d'être avec nous encore une fois. Donc, cher Dominique a décidé d'intervenir, lui, sur le sujet parmi d'autres. Je vois que vous avez choisi l'écologie, c'est un sujet ô combien important. L'écologie avec vraiment une dimension philosophique de la chose, la relation partenariale et les sujets évidemment de gouvernance et de management qu'on va beaucoup évoquer pendant ces 3 jours. Dominique, vous avez 5 minutes aussi pour votre introduction et ensuite on passera au troisième intervenant et on aura un petit moment d'échange avant d'aller sur la deuxième partie, évidemment, d'interaction avec les participants. À vous, Dominique. Merci. Merci, Driss. Alors moi, je viens aussi avec l'Algérie dans cette belle rencontre que tu organises, Driss, parce que je vis au sud au Sahara, à Timimoun. Et je salue d'ailleurs les quelques amis algériens qui sont actuellement sur le réseau. Ramadan Moubarak aussi à tout le monde, parce que je crois savoir qu'au Maroc, vous démarrez le Ramadan aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont décidés à le faire, à l'engager. Ramadan Moubarak à tout le monde et merci beaucoup. Et nous, on a commencé hier. Voilà. Moi aussi, j'ai commencé hier pour me mettre en forme, pour être bien en forme aujourd'hui. Donc, je suis acclimaté. C'est intéressant parce qu'à cet instant, il faut rappeler aussi que ce n'est pas seulement des experts ou des gens qui viennent, c'est aussi une communauté d'humains qui se rassemblent et qui se rassemblent autour de toi, Driss. C'est important que nous ayons ce moment aussi de nous rappeler que fondamentalement, au-delà de nos expertises, nos métiers, nos compétences, mais surtout nos origines, nos pays, nous formons une communauté humaine. C'est l'objet de mon propos. Je rebondis d'ailleurs sur ce que dit Rita. Effectivement, il n'y a même pas d'option sur le fait que l'humain ne soit pas au cœur de la machine demain. Si on ne met pas ça aujourd'hui fondamentalement dans le projet, ça ne pourra pas fonctionner. Alors ça, c'est un point de vue qui n'est pas partagé par la façon dont tu m'as présenté, Driss, parce que moi, je suis un pur produit école de commerce. Je manage du gros, du petit, du moyen. J'ai managé des grandes entreprises. Et je suis au cœur de l'entreprise, pas seulement en France, mais aussi dans le monde.
grâce au réseau que tu connais aussi, comme l'APM ou GERM, et que nous intervenons en permanence avec les leaders d'entreprise. Alors, on a la chance, nous, dans notre métier, d'être en permanence observateur de la chose du changement. Comme l'a dit Rita, avec cette histoire de la Covid, il y a eu un avant et un après, comme l'ont dit les autres experts tout à l'heure. Ce qui est intéressant au Japon, et en l'occurrence, comme je viens aussi des arts martiaux, de cette culture japonaise, il parle de trois choses. Il parle de l'identité, qu'on appelle Uchi. C'est un petit bonhomme dans la case. En fait, nous tous humains, nous étions des petits bonhommes dans une case bien tranquille, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs, avec un système dédié. Et tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle l'impermanence des choses. Alors au Japon, ils sont en permanence face à l'impermanence des choses. Je ne parlerai pas seulement de Fukushima récemment, mais on peut parler aussi de leur histoire, qui est une histoire violente. Mais c'est un pays qui, après deux bombes atomiques, est fort d'une résilience, même s'il y a une annexion économique par le plan Marshall américain à la fin de la guerre, est quand même devenu la deuxième puissance mondiale économique en quelques années. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, quand ils parlent de Uchi, on est tranquille dans la petite maison, et puis il y a un événement qui vient qui s'appelle Mujo, qui est l'impermanence des choses, et de l'impermanence des choses, il y a ce qu'on appelle Soto. Ça veut dire que toutes les décisions que nous prenons dans un contexte actuel ne peuvent être que intuitives, beaucoup plus que raisonnables, parce que le monde est très complexe. Et tout d'un coup, lorsqu'on parle d'un changement de paradigme en termes de décision, ça veut dire que toute l'organisation qui passe par un événement essentiel, c'est je décide de mettre en œuvre, pourquoi pas un projet économique et social, va passer par une autre forme de leadership. Alors tout à l'heure, Rita parlait de soft skills, oui. Ce qui va changer fondamentalement et ce qui a commencé à changer, et c'est la prise de conscience que font les leaders que nous accompagnons, c'est qu'à un moment, le leadership ne peut pas être raisonnable. Il doit être complètement intuitif, parce que le monde est complexe. Et qui veut dire intuitif revient à ce que veut dire le mot soto en japonais. C'est-à-dire qu'à un moment, l'idéogramme japonais, là on n'a pas d'image, mais on pourrait le voir, c'est-à-dire que soto va nous conduire vers quelque chose où la décision va être guidée par les forces. Attention, c'est au Japon, un idéogramme, par les forces de l'univers. Autrement dit, on est face à un nouveau paradigme où on n'a pas beaucoup plus de possibilités de choix jusqu'à présent. Soit on reste, comme on l'a vu avec quelques personnes qui animent actuellement le monde, et je ne citerai personne pour éviter des discussions et des débats inutiles lors de ce propos, soit on se dirige vers la guerre parce qu'on est à fond sur des nationalismes. L'écologisme, d'ailleurs, est une forme de nationalisme. Au Maroc et en Algérie et ailleurs, on connaît bien les problématiques de djihadisme. Soit on se conduit vers la mort. La mort, ça consiste simplement à favoriser ce que nous connaissons bien actuellement, c'est-à-dire le consumérisme, le financiarisme et l'industrialisme, avec une logique très étatique de l'organisation, avec cette question fondamentale que moi je pose à tous les leaders actuellement, pourquoi vous voulez absolument progresser? Pourquoi faire? Pourquoi on veut faire plus de profit? Pourquoi on veut développer plus? Et pour moi, ça c'est la mort inéluctable. La mort inéluctable qui conduit à une question essentielle que je me pose en tant que citoyen. À côté de moi, au moment où je vous parle, il y a une petite fille qui s'appelle Louise et un petit garçon qui s'appelle Lenny, c'est mes petits-enfants. Ils ont à peine 18 mois. Et tous les propos que je peux tenir, quelle que soit la mission qui est la mienne, il y a ces deux petits bonhommes, cette petite fille, ce petit garçon à côté de moi qui me regarde et qui me dit « Grand-père, pense à nous quand tu parles à des gens qui dirigent et qui commandent le monde actuellement. » Et moi, je leur dis « Il n'y a qu'une chose à faire, c'est la vie. » Et la vie, il n'y a que trois mots qui sont au cœur de l'organisation à venir économique. C'est un, la frugalité. La frugalité, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter une petite bagnole, c'est pas ça, mais penser juste à ce qu'on a besoin en tant qu'essentiel. Deux, l'intériorité, ça revient à ce que disait Rita, c'est les soft skills, travailler sur soi beaucoup, parce que de toute façon, le monde va être terriblement complexe dans les années qui viennent. Il s'agira pour nous d'être vraiment dans son intériorité pour engager les choses. Et le troisième mot qui me vient, c'est la notion de mettre du sens et fonctionner en réseau. Mettre du sens partout où on va et fonctionner en réseau. On peut espérer, Driss, et pour conclure mon long propos, c'est que Educateam soit aussi non pas une entreprise, mais un réseau, une tribu qui réunit des gens de bonnes mœurs pour construire le monde de demain. Inch'Allah. Allah, magnifique. Excellent. C'est clair que tu nous as fait voyager au-delà de la rive nord de la Méditerranée. On allait bien au-delà et c'est bien pertinent d'avoir ce propos que de dire que finalement on est une humanité universelle et que de cette manière, le principe de la tribu, le principe de
de la communauté, nous le portons, c'est notre ADN, hein, je me permets de le dire au passage, depuis 5 décennies déjà. On a toujours travaillé en communauté pédagogique, en écosystème, et cet écosystème qui fait l'objet de ce bel événement de 3 jours se positionne à l'ère du digital. On l'a appelé d'ailleurs Educateam et de Digital Era. J'entends bien tous ces propos sur la philosophie importante de l'intuitif chez le leader, de la notion également de leader responsable et de notion également de leader respectueux des valeurs de vie qui sont des valeurs bien sûr motrices de la transition et qui sont aujourd'hui très importantes et qu'il faut justement éviter de tomber dans des biais qui seraient des biais négatifs. Alors les biais, des fois on y tombe malgré nous, hein, on peut le dire, une entreprise peut parfois faire des erreurs de jugement ou avoir un problème au niveau de sa gouvernance. Ce sont là les sujets que cher Sylvain Lasserre a décidé d'aborder parmi d'autres, hein, donc avec une relation d'écosystème et une relation responsable avec les parties prenantes d'écosystème que sont les clients, les fournisseurs, les concurrents, les partenaires. Évidemment, Sylvain Lasserre, le juriste, vous l'avez bien compris. Bienvenue à vous, cher Sylvain. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, par rapport à l'état des lieux de fait depuis la transition que nous vivons? Vous avez exactement 5 minutes. Merci. D'accord. Bah, écoute, cher Brice, déjà, je vous remercie vraiment pour cette invitation et vraiment le travail énorme par Educateam et par vous sur la mise en place de cet événement. Donc, le travail est assez remarquable et déjà bravo pour ça. Et merci pour l'invitation. Alors, moi, mes propos, effectivement, vont vraiment rentrer en résonance et on ne s'est pas contacté au préalable avec Rita et Dominique, mais effectivement, vous l'avez dit et au début et à la fin, je suis peut-être juriste, mais le rôle du juriste, c'est d'être humain avant tout et de comprendre qui est à la manœuvre. Et moi, ma problématique, je voudrais la centrer effectivement sur celle des conflits et des modes de résolution, dans un deuxième temps sur les perspectives. Alors, je commencerai par une question. Une organisation ne doit-elle pas être tournée vers la réduction des conflits ou tout au moins leur intensité? Je pense à cette question, on est tous d'accord pour répondre non, elle doit au contraire effectivement réduire tout ça, réduire ces conflits. Et malheureusement, pour autant, les conflits restent nombreux et jalonnent la vie des entreprises. Et lorsque le conflit devient un litige, l'entreprise se tourne naturellement vers la justice, voire l'arbitrage. Et dans les deux cas, le juge ou l'arbitre tranche de la manière vraiment la plus froide possible, sans émotion, le litige, donnant ainsi raison à l'un et tort à l'autre. Il y a une exception en matière d'arbitrage sur l'amiable composition, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, trop de détails juridiques. Alors, pour autant, on sait tous que le recours à ces modes de résolution des conflits, on va appeler judiciaires ou juridictionnels, présentent des risques que nous connaissons tous et que l'on oublie trop souvent, à savoir la durée de la procédure, les coûts d'avocats, d'expertise, l'aléa judiciaire. On pense tous avoir raison, mais au final, l'aléa judiciaire est bien là. Et puis, un élément auquel les parties ne pensent pas forcément, c'est la fin de la relation qui peut faire objet du litige lorsque je suis notamment sur un litige concernant un contrat ou tout simplement avec un salarié. La relation se termine brutalement. Et puis, on peut aussi citer l'atteinte à l'image de marque des entreprises. Et on peut comme ça défiler la liste. Là encore, l'objectif n'est pas rentrer dans cette liste. Donc, si la finalité d'une décision judiciaire est de dire le droit, et ça on le comprend aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on vit, au fond, quel est l'apport d'une décision de justice ou d'une sentence arbitrale? Certes, une partie va être rétablie dans ses droits, mais est-ce qu'elle s'est posé la question de ses coûts, qu'ils soient directs ou indirects? Oui, je suis rétabli, mais qu'est-ce que ça m'a coûté? Après avoir eu gain de cause, une entreprise fait-elle ce travail de retour en arrière pour connaître le prix de sa victoire? Qu'est-ce qu'elle a dû perdre? Qu'est-ce qu'elle a abandonné pour avoir gain de cause en justice? Moi, je lirai régulièrement des décisions de justice et on voit effectivement que le tribunal, la cour d'appel ou la cour de cassation a débouté telle partie, a donné raison à l'autre. Et puis, les commentaires se font sur la doctrine, l'analyse de la jurisprudence. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que la décision, elle apporte une réponse à une situation passée. On ne se soucie pas de l'avenir. Les parties, quand elles vont en justice, elles entendent réparer un droit, mais elles ne se projettent pas dans l'avenir si se disent c'est super, j'ai touché mes dommages et intérêts. Mais là encore, il faut se poser la question, la décision rendue, certes fondée sur une règle de droit qui aujourd'hui structure nos sociétés et nos relations, notamment commerciales, répond-elle aux intérêts économiques du gagnant?
Ça, c'est un élément qui est important, qu'on oublie toujours. Rien n'est moins certain. Dès lors que les entreprises, est-ce que les entreprises doivent-elles toujours se tourner vers la justice pour trancher un litige? Alors, j'ai bien compris qu'on parlait à l'ère du Covid, donc ici, je vais un petit peu recentrer les propos sur le Covid. En ces temps de Covid, vous savez comme moi, il y a beaucoup d'entreprises qui font face à des litiges, que ce soit avec leurs salariés, des clients, des fournisseurs, en raison même de l'impact de la pandémie sur celle-ci. Mais je suis à peu près certain que s'il n'y avait pas eu ce virus, il y a fort à parier que les entreprises, ou tout au moins une bonne partie, ne seraient pas en conflit. Donc, si elles sont en conflit, pourquoi se tourner vers la justice pour résoudre un litige qui, s'il n'y avait pas eu le Covid, n'aurait peut-être pas existé ou certainement pas la même intensité. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre une situation qu'on peut appeler de force majeure, si je veux garder un petit peu ce terme juridique, et puis malgré tout, on va se tourner vers un mode de résolution classique. Et puis, un élément important, une phrase que je tiens à dire et qui va rentrer en résonance avec ce qu'a dit Dominique, c'est qu'on oublie trop souvent que la justice déshumanise la décision rendue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une règle de droit et on oublie ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des entreprises, il y a des salaires qui ne seront pas payés, il y a des entreprises qui seront en faillite, etc. Je pense que vous connaissez tout ça. La justice passe sur tout ça. Donc, ajoutons à cela que les dirigeants également abandonnent la maîtrise des contentieux à leurs avocats. Ici, je ne jette pas l'anathème sur l'avocat, c'est la réalité que ce sont les avocats qui dirigent les contentieux et qui, pour la plupart, vont plutôt raisonner en termes de processus compétitifs, c'est-à-dire vont donner raison à leurs clients, et c'est leur travail, en termes de position et d'arguments les uns contre les autres. Chacun va chercher à avoir raison, à gagner contre l'autre. Or, aujourd'hui, à l'aune des principes de gouvernance d'entreprise et de responsabilité des dirigeants, de la recherche d'espaces de liberté, j'entends les propos de Dominique, mais aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans une société libérale, tout au moins en Europe. Donc, dans ces principes de gouvernance, de responsabilité des dirigeants, de recherche d'espaces de liberté, la gestion d'un conflit doit, toute proportion gardée, devenir une affaire stratégique. Je pense que c'est un élément important. La gestion des conflits doit être un enjeu stratégique que les entreprises ne peuvent aveuglément abandonner aux juridictions. Un article qui a été publié récemment au Maroc, tu as cité la CFCM donc dans la revue Conjoncture, a parfaitement décrit que la médiation, et c'est mon propos, s'inscrivait dans la démarche RSE des entreprises. Donc les dirigeants doivent apprendre aujourd'hui à sortir du cadre judiciaire, du cadre juridictionnel, dont la dynamique alimente et cristallise le litige et les prive du choix de la solution. Alors, comment les entreprises peuvent-elles se réapproprier la gestion des conflits? J'ai donné un élément de réponse. Voilà l'enjeu à laquelle j'apporterai des éléments de réponse tout à l'heure dans la partie perspective. Oui, parfait. Alors, ce que je vous propose de faire à présent, merci beaucoup Sylvain pour cette pertinente, ce propos introductif très pertinent comme d'habitude. J'ai l'habitude de devoir intervenir et je suis à chaque fois aussi ravi comme pour tes prédécesseurs des propos que vous tenez et que tu tiens. Et donc, ce qui est évident dans ce que j'entends, c'est que la dimension conciliante de la relation que peuvent avoir les parties prenantes dans le contexte des éléments juridiques, des rapports entre les organisations ou les personnes physiques ou morales, on peut dire de cette manière, est ô combien importante avec cette notion quand même de liberté, mais dans la limite de ce qui est réglementé, de ce qui est posé dans le cadre du contrat et des lois qui le régissent. Mais j'entends bien cette vision progressiste et cette vision de recherche d'entente et de médiation, évidemment, entre les parties prenantes en cas de litige. Donc, c'est très important d'en tenir compte. Et en effet, c'est par ton biais que j'ai découvert il y a quelques temps que nous pouvions mettre dans des contrats commerciaux une clause de médiation. C'est quelque chose d'assez important. Alors, je vous propose d'aller maintenant dans le quiz. Vous avez la possibilité d'aller directement sur la deuxième question. Je vais vous la mettre à l'écran. Donc, donnez-moi un petit instant. Vous allez accéder, donc posez vos questions, en fait. C'est ça que je vous demande de faire. Alors, un petit moment, je vous mets la bonne question à l'écran. Donc, la première question fait part de vos attentes. La deuxième est vraiment de vous demander ce que vous voulez poser comme question aux intervenants. Alors, s'il vous plaît, posez bien
la question en précisant à qui elle s'adresse. Alors, des fois, ça va être évident, mais c'est quand même bien de préciser à qui elle s'adresse. Et donc, encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, il est question d'aller sur la plateforme www.menti.com, menti.com, et de saisir le code qui apparaît en haut à droite de l'écran. Est-ce que le code est affiché, s'il vous plaît, en régie? Parfait. Donc, merci beaucoup. Et donc, c'est totalement anonyme. Profitez-en pour poser vos questions. Pendant que les questions arrivent, ce que je propose, c'est qu'il y ait des réactions. Donc, on peut s'empêcher de faire un regard croisé, évidemment, sur ce qui a été dit. On a une vision qui est celle d'une DRH vraiment de très haut niveau, avec énormément d'expertise et surtout avec une simplification des concepts. Hein, ça paraît simple à l'entendre. On a un philosophe du management et du leadership qui a croisé les regards de différentes cultures. Et puis, on a un juriste humain et humanisé par ses propos et sa manière de travailler. Nous-mêmes, nous avons l'occasion de travailler avec Sylvain. Je peux vous dire qu'il est totalement dans une écoute et dans une dimension conciliante des intérêts des parties. Ça, c'est une évidence que nous avons par la pratique. Et connaissant les propos des uns des autres, moi, j'aimerais peut-être honneur aux dames, Rita, que vous nous disiez comment est-ce que vous concevez en effet les propos de vos chers copanélistes. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, et qu'est-ce que ça vous a induit comme réaction, ce qui a été dit juste après vous? Oui, mon micro est bien activé. OK, très bien. Alors déjà, effectivement, on n'a pas eu le temps de se concerter avant et je suis agréablement, justement, enfin pas surprise, mais en tout cas confortée dans le fait qu'on partage effectivement la même vision et le même état d'esprit. On a plus parlé d'humain que d'entreprise. Exact. Voilà. Et donc justement toute la thématique et tout l'enjeu effectivement d'aujourd'hui. Nos discours sont effectivement alignés. On parle plus d'humain parce que c'est l'humain qui fait l'organisation. Dominique, vous avez effectivement parlé d'identité et de donner du sens. Donc moi, c'est des choses qui me parlent énormément. Pourquoi? Parce que c'est essentiel en fait justement de respecter cette singularité et que les gens, que les collaborateurs puissent vraiment être eux-mêmes, qu'ils n'aient pas besoin de porter des masques, qu'ils n'aient pas besoin en permanence de suradapter, qu'ils puissent exprimer qu'ils vont pas bien quand ils vont pas bien. Même le bonheur au travail et le bien-être au travail, ce sont des sujets qui me parlent énormément, mais ceci dit, attention à ne pas en faire non plus une injonction. On n'est pas obligé d'être heureux au travail tous les jours. On n'est pas obligé d'être heureux tous les jours. Et l'être humain, justement, le collaborateur, doit être en mesure de pouvoir juste être lui-même et d'avoir ces moments de vulnérabilité. Et à mon sens, les entreprises devraient aujourd'hui accepter la vulnérabilité. Sa propre vulnérabilité, d'abord, en tant que système, en tant qu'écosystème, la vulnérabilité de ses process, la vulnérabilité justement de tout l'écosystème. Merci justement à la Covid de nous l'avoir aussi gentiment rappelé. Et puis aussi la vulnérabilité des collaborateurs. On ne peut pas exiger des gens d'être en permanence infaillibles, d'être en permanence parfaits, d'être en permanence performants. Il faut qu'on puisse accepter justement et intégrer leur vulnérabilité. Et c'est justement en acceptant cette vulnérabilité, en l'accueillant, en sachant l'accompagner, d'où aussi la nécessité d'avoir en interne des personnes qui ont cette capacité-là justement d'accompagner, et quand on n'a pas de l'interne, aussi avoir l'humilité d'aller la chercher en externe et voir concilier les deux d'ailleurs. Et c'est cette vulnérabilité justement, quand elle est bien accueillie, qui va permettre d'aller vers la résilience. Excellent. Donc, oui, pardon, je vous laisse finir. Pardon, je voulais juste réagir à ce que vous dites. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Je vous laisse finir sur le dernier point. OK. Et donc, et puis pour revenir à ce que vous avez dit, Sylvain, je suis agréablement touchée d'avoir un juriste qui parle humain et qui ne parle pas uniquement texte de loi. Donc c'est vraiment très agréable à voir, à écouter, parce qu'effectivement, si on était plus dans la conciliation et moins dans le contentieux, il y aurait beaucoup d'économies d'argent et aussi d'économies
voilà, de temps, d'économie d'énergie. Et n'oublions pas que quand il y a un litige, c'est avant tout une question de dignité. Les gens, les collaborateurs ne cherchent pas toujours juste à gagner de l'argent. Ils cherchent à être réparés. L'argent n'est qu'un moyen. Et si on arrive justement à réparer, à redonner de la dignité aux gens, on aurait beaucoup moins de contentieux. Exactement. Sur ce dernier point, si je peux dire qu'il y a des situations de travail où on permet même une transition du collaborateur vers sa nouvelle entreprise avec un accompagnement structurant qui lui permet de rebondir sur une nouvelle opportunité d'emploi. J'entends tout ça avec beaucoup de plaisir également parce que c'est clair que le fait que vous soyez concordant sur vos propos, c'est aussi dû à l'énorme travail de notre comité scientifique, je tiens à remercier au passage, qui a fait un travail très, très profond de matching très élaboré pour arriver à trouver des intervenants qui d'abord répondent à la problématique centrale de notre événement, à savoir enjeu des organisations, quelles compétences. Et on a bien dit qu'avant d'arriver au sujet des compétences, on passe par l'environnement externe, macro, micro, puis ensuite on se focalise sur les autres enjeux des organisations. Et puis c'est aussi parce que vous êtes dans cette posture de bienveillance, hein. Rita, vous parlez de bienveillance, vous parlez de vulnérabilité des parties, quelle qu'elle soit. Je veux dire, même un dirigeant est vulnérable à ces moments. Certaines grandes théories du management s'accordent à dire que la vulnérabilité est une des grandes forces du management et des relations humaines dans les entreprises, et de commencer par les admettre, ces vulnérabilités est une manière de gagner un rapport de confiance. Et je comprends bien beaucoup plus, en tout cas avec beaucoup plus maintenant d'éléments pratiques de votre part, Rita, qu'est-ce qui fait que justement vous avez réussi à vous positionner en tant qu'employeur de référence. Alors, je vais poser la question à cher Dominique pour qu'il réagisse à ce qui a été dit donc, par Rita tout récemment et juste avant par Sylvain. Et je vais la poser d'une manière un petit peu décalée. Dans les sujets des arts martiaux, il y a des règles qui sont très claires, hein. Il faut décider quand on tranche, quand on donne son coup de kendo pour arriver à toucher l'assaillant dans un espace-temps et un espace de mouvement qui est très, quelque part, réglé à l'avance et qui est très intuitif en même temps. On a parlé de leader intuitif tout à l'heure. Mais finalement, le fait de parler de bienveillance en permanence, de parler de bonheur au travail, on en parle beaucoup. Alors certains le font à juste titre comme Rita, mais d'autres le font peut-être avec une enseigne un peu marketing. Ça peut arriver malheureusement, hein, on le sait tous. Mais est-ce que quelque part, on n'est pas dans une situation où il y a les meilleurs, ceux qui se distinguent dans leur approche de l'humain et qui le font d'une manière permanente et d'une manière vraiment bienveillante et authentique. Et quelque part, il ne faut pas quand même aussi rappeler ces règles, hein. Je pose la question à quelqu'un qui n'est ni juriste ni DRH, mais qui est plutôt justement dans la notion de l'humain intuitif. Dominique, est-ce que finalement, on n'est peut-être pas un peu trop dans l'idéalisme, dans l'utopie? Oui. Moi, je voyage beaucoup et je m'aperçois que j'ai la chance de croiser beaucoup d'organisations qui décident. En l'occurrence, ce n'est pas celle toujours qu'on se représente dans l'Occident, ou y compris dans notre cher Orient, Maroc et Maghreb. Les gens qui décident, ils ferment beaucoup leur gueule, autrement dit, ils écoutent beaucoup. Écouter, ça veut dire que tout d'un coup, ils font acte de confiance à quelqu'un de chose d'autre. Faire confiance, par exemple, à son comité de direction, à son conseil d'administration, et de prendre une doc de réponse, donner une doc de réponse après avoir écouté toutes les parties, sachant qu'elles doivent satisfaire toutes ces parties, c'est un enjeu que j'ai vu absolument respecté dans beaucoup d'organisations humaines qui m'ont été proches, dans lesquelles je me suis initié. Maintenant, je ne suis pas du tout comment dit-on, je suis très pragmatique, hein. D'ailleurs, moi, je suis très attentif à cette notion d'entreprise du bien-être, où tout d'un coup, on va faire quelque chose où tout le monde va être heureux. Et Rita a bien fait de le rappeler, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, aujourd'hui, mon propos, c'est que face à un monde qui change, et là, on parle vraiment de nouvelles compétences, il s'agira d'être un leader qui commande et qui arrête de manager. Il faut arrêter de manager actuellement. Il faut commander, mais commander avec sagesse. Or, il y a une chose qu'on n'aborde pas dans l'approche qui est la nôtre depuis tout à l'heure, c'est bien les valeurs. Si je veux absolument créer un monde qui fonctionne bien avec moi, dans l'esprit de la tribu que je signifiais tout à l'heure, et pour rejoindre Sylvain, c'est qu'il y a 3 mots-clés qui vont être au cœur des nouveaux engagements des leaders. C'est
intégrité, courage, honnêteté. Parler avec son cœur, dire sa vérité d'homme et de femme, regarder les gens dans les yeux, respecter les rituels, parce qu'on parle d'art martial. Salam alaikum, wa alaikum salam, c'est là que ça commence les choses. Et cette capacité formidable à mettre le lien, à créer le lien avec la personne, c'est là que ça va commencer la décision. Au même titre que nos grands dirigeants actuellement. À quel moment je vais me retrouver relié avec la personne qui prend la décision de me faire porter le masque, de me faire marcher dans la rue en baissant la tête? À quel moment je vais respecter la décision d'une organisation quand je ne la sens pas comme intègre? Et donc, quand je parle de leadership, effectivement, dans les organisations, et comme mon rôle, c'est d'apprendre ce leadership, d'abord, c'est de vérifier pourquoi les gens ne respectent pas ces valeurs fondamentales. Courage, engagement, intégrité. Et on s'aperçoit que ces gens-là, ils ont un travail énorme à faire. Il faut savoir que l'entreprise dans le monde, elle est dirigée par des mecs. Hein. C'est des garçons qui dirigent l'entrepreneuriat dans le monde, globalement. C'est essentiellement des garçons quinquagénaires, souvent testostéronés, à qui on apprenait à faire pipi le plus loin. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on apprenait aux garçons à travailler. Aujourd'hui, ces gens-là dirigent le monde. Et ce monde-là dans lequel nous sommes, ben, il a été dirigé par des garçons, par des hommes. Et voilà où on en est. Et pour ma part, pour conclure mon propos, quand je parle de leadership éclairé, et pour revenir à l'art martial, c'est la réalliance entre ce qu'on appelle le féminin et le masculin dans une organisation. Tout ça, c'est des nouvelles compétences à acquérir. Réapprendre fondamentalement ce qu'est les lois de l'univers. Un homme et une femme ensemble, ça fait un enfant. Donc, je parle réalliance du féminin et du masculin, ça veut dire entre la capacité à commander dans une entreprise, ça c'est le masculin, descendant, angulaire, organigramme, on connaît bien ça dans les organisations, tant en France qu'au Maghreb, avec l'idée d'y associer la sagesse ronde du féminin, c'est-à-dire commander avec sagesse. Et là, la sagesse, elle est peut-être acquise au fond de nos cœurs, mais elle n'est pas enseignée dans les organisations humaines actuellement. On appelle ça soft skills. La véritable compétence, c'est la capacité d'emmener des gens parce que non pas je suis aimé ou parce que j'ai le chef, parce que je suis le chef ou j'ai le pouvoir, mais parce que je suis respecté en tant qu'homme ou en tant que femme dans mon intégrité. Là, on a un sacré boulot à faire. On a un sacré boulot à faire et je suis heureux d'être au cœur de cette marche-là. Et nous sommes heureux et ravis et encore une fois honorés de vous avoir aussi au cœur de la marche, cher Dominique. Et la marche dans laquelle nous sommes tous engagés, c'est bien une marche d'échange, de co-construction, de modèles collaboratifs. J'en profite pour dire au passage aussi que nous, en tant que groupe de formation, nous avons fait le choix, il y a de cela 2 ans, de nous engager dans un nouveau modèle de développement de nos offres, arrimé à ce que j'ai souvent le plaisir de dire comme étant mon deuxième pays, qui est la Finlande. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a compris beaucoup de choses avant. Et je vais vous résumer un peu pourquoi je prends cet exemple avant de redonner la parole à Sylvain, parce que je voudrais vous résumer ce qui fait la différence dans ce modèle. On a parlé de beaucoup de choses ce matin. On a parlé des instances, on a parlé des institutions d'un pays, on a parlé des systèmes, des écosystèmes, des réglementations, des pouvoirs publics, des organismes évidemment, et de l'humain, et de l'humain, et encore de l'humain. Un pays comme la Finlande, savez-vous, mes chers auditeurs, est un pays qui a mis en avant un principe maintenant reconnu comme étant universel, en tout cas généralisé en Finlande, c'est que la Finlande n'a pas de matière minière, enfin de ressources minières, mais la Finlande dit clairement que pour compenser, une des ressources, et la ressource principale qu'elle a, c'est les cerveaux. Ils disent bien les cerveaux des êtres humains qui vivent dans le pays. Après, pour vous parler en 30 secondes de la pédagogie finlandaise, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de donner à chaque individu, et ça va rejoindre les propos qui ont été évoqués, puisqu'on est aussi là pour parler des compétences, à savoir qui ont été évoquées ces dernières minutes, c'est que chaque participant ou chaque apprenant, on va parler d'apprenant, on parle d'entreprise apprenante, donc il faut bien qu'il y ait des apprenants dans cette entreprise apprenante, a le droit, a l'opportunité, a le loisir de progresser vers ses objectifs pédagogiques, quel que soit son milieu social, économique, son origine ethnique, ça c'est vraiment quelque chose de très important, quelles que soient ses richesses, mais particulièrement en fonction de ses besoins, ses ambitions, ses capacités, sa vision, ses moyens, etc. Et donc, on est vraiment dans une problématique où aujourd'hui, la différence, ce n'est pas juste de dire l'humain dans son collectif, parce qu'il faut bien penser que la Finlande a réussi, parce qu'ils ont construit autour d'un modèle d'intelligence collective le développement même de leur économie et de leur société, avec des rapports de confiance. L'intégrité dont parlait Dominique est quelque chose qui est fondamental au cœur de ces sociétés nordiques. Il n'y a pas que la Finlande. Hein. On a parlé du Japon, on parle de sociétés
traditionnelles dans d'autres pays. Et on est conscient que ces valeurs fondamentales qui, en fait, ont défini même au tout début de l'histoire de l'humanité les rapports de co-construction et les rapports de force, hein, c'était la notion de respect par la force imposée parfois. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de démontrer sa force pour montrer qu'on peut être au-dessus de l'autre. La meilleure bataille, c'est celle qu'on n'engage pas, justement. Donc, les philosophies venant de l'Est sont intéressantes, celles venant de l'Ouest ou du Nord ou du Sud sont très intéressantes. Notre objectif à nous, en tant que communauté pédagogique internationale, avec tous les apports qu'on va avoir pendant ces 3 jours, c'est d'apporter la lumière sur le fait qu'il y a du bon à prendre partout, à condition qu'on se rappelle que l'humain est bien au cœur des enjeux. Et en parlant justement de l'humain au cœur des enjeux, j'aimerais redonner la parole à cher Sylvain pour les quelques minutes restantes. Pour que Sylvain, vous nous disiez clairement, oui, mais tout ça, d'accord, c'est bien beau, ce sont de très très belles notions qui sont appliquées, évidemment. Mais quand on a un vrai litige, quand on a un contentieux, alors là on parle de droit des sociétés, évidemment, mais l'entreprise qui aujourd'hui serait en situation de difficulté avec son écosystème de partenaires, de fournisseurs, de clients, et qui perdrait la commande à un client, qui n'a pas recours, qui ne peut pas d'un seul coup arriver à trouver des solutions de recours pour continuer à payer les salaires de son entreprise. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises du monde, qui n'a pas de recours externe non plus. Je sais que vous n'êtes pas juriste du droit du travail, mais je vais vous sortir de la zone de confort un moment. Qu'est-ce que vous direz pour l'humain dans ce contexte? Un dirigeant d'entreprise qui devrait dire « c'est fini, on n'a plus quoi vous payer pendant les mois à venir, raccrochez-vous à cette réalité que vous avez une entreprise qui est intègre, qui vous veut du bien, mais elle n'a pas de quoi vous payer ». On irait où avec ce genre de situation? Dieu sait qu'il doit y en avoir par les temps qui courent. Oui, alors, là, effectivement, la situation, elle est un petit peu différente de celle sur laquelle je voulais qu'on avance. Effectivement, ici, dans le cas évoqué, on est face à une entreprise qui, malheureusement, n'a plus les moyens pour payer ses salariés, pire est en liquidation judiciaire, et malheureusement, ici, il n'y a pas de solution. C'est la machine froide de la justice qui va être passée à travers la liquidation judiciaire et malheureusement la liquidation de l'entreprise et des salariés qui vont perdre leur salaire. Donc ici, il n'y a pas d'autre solution. Par contre, effectivement, comme l'a évoqué Rita tout à l'heure sur un cas, il y a la situation où une entreprise peut chercher à se débarrasser d'un salarié ou le licencier. Et là, effectivement, le salarié va aller en justice. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la demande de dommages et intérêts. Mais ce qu'il faut voir derrière, Rita l'a très bien dit, c'est la prise en compte d'être réparé, mon besoin de réparation, mon besoin d'existence. Alors, je ne sais pas si on aura une deuxième partie sur les perspectives, mais moi, le point sur lequel je veux centrer des propos, parce qu'en fait, on rentre tous en résonance, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on recentre la personne, et si la justice déshumanise le droit, le chemin de la médiation, au contraire, va conduire les parties, lorsque la médiation est bien menée par un médiateur formé, il va les conduire sur le chemin de l'expression de leurs besoins et de leurs intérêts. En fait, on s'en fout de savoir qui a tort, qui a raison sur un plan juridique. Le médiateur va sortir les parties de tout ça. On s'en fout que j'ai raison, je m'en fous que tu es au final pas respecté. Mais moi, ce n'est pas les dommages et intérêts qui m'intéressent le plus, c'est comment on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on passe. Moi, j'ai peut-être passé 10 ans à chercher un super fournisseur, peut-être depuis 10 ans à trouver un très bon client, et puis il se peut qu'une situation particulière, cette relation explose. Alors, elle n'explose pas du jour au lendemain, il se peut qu'au fil de l'eau, au fil des années, il y a eu des dégradations, des changements d'homme avec un H majuscule, qui ont fait que la relation a pu se dégrader. Mais au final, mon partenaire est un excellent partenaire. Et si demain j'ai un conflit et que ce conflit est tranché en justice ou en arbitrage, je perds tout ça. Je perds la relation, je perds mon client, je perds mon fournisseur. Pourquoi? Parce que, ça a été dit aussi tout à l'heure, le chef d'entreprise ne se saisit pas de cette capacité qu'il a à travers la médiation de pouvoir gérer le conflit, et lui seul sait où sont ses besoins, ses intérêts. Mon besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des clients, donc faire rentrer du chiffre d'affaires, ou d'avoir un très bon partenaire.
Donc, je vais dépasser l'objet du conflit. Et ça, je vais discuter, je vais l'exprimer. Mais effectivement, il faut que je sois accompagné parce que, sauf être très fort et te dire, voilà, je vais entrer en discussion avec l'autre, on va mettre sur la table nos besoins et les intérêts. L'autre partie, elle va être dans une position, dans sa position. Il va falloir effectivement changer le logiciel pour qu'elle sorte de ses positions pour venir sur ses besoins. Le client, lui, il dit, moi, mon intérêt, c'est de continuer d'acheter ces produits parce que j'en ai besoin éventuellement pour les intégrer dans mon processus de fabrication. Et sur le marché, aujourd'hui, il n'y a que cette entreprise qui peut me livrer en temps, en heure ou avec des produits de qualité. Donc, mon besoin, c'est de préserver la relation. Mon intérêt, c'est de continuer de travailler. Excellent, Sylvain. Elle passe à travers. C'est parfait. Donc, alors, j'entends bien qu'il y a une question de changement culturel. J'en profite justement de rebondir sur ce que vous avez évoqué il y a quelques instants. Passons peut-être en conclusion en 2 minutes chrono sur les perspectives d'évolution par rapport à la matière du droit. Ce droit au cœur du facteur humain ou ce droit dont le facteur humain est au cœur des préoccupations. En 2 minutes chrono, on vous écoute sur ce que sont pour vous les perspectives d'avenir par rapport à votre plan d'intervention. Merci beaucoup. Donc là, vous me redonnez la parole, cher Driss ? Oui, oui, absolument. On fait dans ce sens et après, on repassera à nouveau de Dominique à Rita qui conclura. On donnera l'honneur à Rita. Très bien, très bien. Alors, vous l'avez compris, pour moi, c'est la médiation qui va répondre à cet enjeu de réappropriation de la gestion des conflits par les dirigeants, par les organisations. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la médiation, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, comme au Maroc, est méconnue, alors qu'il y a un cadre légal au Maroc sur la médiation et sur l'arbitrage, qui fait l'objet d'un travail d'harmonisation. Il y aura bientôt un code de l'arbitrage et de la médiation également. Donc, on voit vraiment que les pouvoirs publics travaillent sur ce sujet-là. On a aussi des dispositions légales spécifiques en matière, notamment sur le code de commerce, même la loi relative aux établissements de crédit prévoit la médiation. On a la médiation bancaire et des assurances de manière institutionnelle, mais je ne vais pas évoquer ce point. Donc, je vais recentrer mes propos sur la médiation non institutionnelle ou dite conventionnelle. Alors, qu'est-ce que la médiation ? C'est un mode amiable de règlement des conflits par lequel un tiers, qu'on appelle le médiateur, qui est neutre, indépendant, impartial et formé, ça j'insiste sur le terme de formé à la médiation, va accompagner les parties au cours de réunions ou d'entretiens individuels pour les aider à trouver elles-mêmes une solution négociée répondant à leurs intérêts respectifs. Donc, la médiation impose donc ce recours à un médiateur qui, lui, ne va pas trancher. Je pense que vous l'avez compris, il ne dit pas le droit, il ne tranche pas. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre. Il conduit simplement les parties sur le chemin des dialogues. Il est formé à ça. C'est pour ça que le médiateur doit être formé à travers notamment les outils de communication non violente. C'était dit par Dominique, notamment sur l'écoute, la communication. Donc voilà, un certain nombre d'outils. On ne va pas rentrer dans tous les détails ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le médiateur va renouer le dialogue, va faire en sorte que les parties se communiquent éventuellement mieux, abandonnent leur position au profit de leurs besoins et de leurs intérêts. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est seulement lorsque les parties elles peuvent être en désaccord sur l'objet du litige, mais si elles se comprennent sur leurs besoins et les intérêts, le médiateur a fait le boulot. Et à partir de là, puisqu'on se comprend dans nos besoins et nos intérêts, la confiance, tout à l'heure Dominique a parlé de confiance, la confiance va revenir entre les parties et elles vont pouvoir travailler ensemble sur le chemin des solutions possibles pour arriver effectivement à la fin à leurs solutions répondant à leurs besoins. Magnifique. Donc, j'entends bien les mots confiance, communication et puis des rapports équilibrés dans la négociation et la recherche d'un intérêt commun. Merci beaucoup, cher Sylvain, pour cette très jolie synthèse en termes de perspective. Et maintenant, la parole à Dominique Loridon. Cher Dominique, en 2 minutes chrono, comme on a un peu dépassé le temps, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives positives d'avenir? 2 minutes chrono. Merci beaucoup. Passer. Alors, Dominique a dû les pratiquer. Est-ce que tu m'entends? Ah, il est revenu. Je pensais qu'il allait faire une séance de kendo. Dominique, je pensais que vous faisiez votre kendo. C'est l'heure du kendo, non? Non. J'ai une rupture sur le flux, là. À Marseille, c'est un peu compliqué, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Dis-moi. Oui, donc c'était juste pour rebondir sur ce que disait Sylvain et dire à quel point la médiation, qui est un outil exceptionnel de relations humaines, qu'on retrouve au cœur de toutes les grandes tribus, la médiation, il y a ce qu'on appelle un bâton de parole et il y a quelqu'un qui pose sa charge contre l'autre et puis il y a un shir qui écoute et qui intervient.
Et la façon dont on pose les charges dans une organisation tribale ressemble beaucoup à la médiation. Donc, je suis évidemment fan de ce que propose Sylvain en termes d'outils de management. Et d'ailleurs, on peut le porter à tous les niveaux de la gestion de conflits des organisations humaines. Pour revenir, moi, à ma conclusion, c'est que là, actuellement, on est invité à un changement majeur dans le monde. Rita l'a précisé tout à l'heure, et pour moi, c'est vachement important ce mot changement. Je vais faire ça très court, les 3 premières étapes de l'histoire de l'organisation des entreprises, ça a été atteindre la sécurité financière. Ça a été la priorité de toutes les organisations humaines, avec la notion de sécurité de travail, santé et sécurité des employés. Très vite, on est passé à la notion d'implanter l'appartenance à l'organisation. On parle de communication, on parle de satisfaction client, on peut même avoir des amis dans l'entreprise. Ça, c'est le niveau 2. Ensuite, on est passé au niveau 3, c'est rechercher la performance. OK, j'ai une organisation saine qui est stable, maintenant je vais être performant. La performance, c'est passé par ce que Rita disait tout à l'heure, c'est tous les processus, les systèmes, les bonnes pratiques, avant tout pour faire de la productivité, mais en même temps, on est fier de sa performance. On a cartonné, on a fait un gros client, j'ai fait un bon marché, on a respecté les règles, les rituels, le client est content, l'actionnaire est content, le salarié est content. Et la question à partir de là, c'est what else? Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et tout d'un coup, on est, comme je l'expliquais tout à l'heure, au cœur d'un changement. Et Educateam est au cœur de ce changement. Ça veut dire Educateam est en train de créer un climat d'apprentissage et de renouveau. Alors, tout digital, pas digital, ça c'est un débat qu'on peut faire derrière, mais ce n'est pas l'objet. Mais avant tout, on parle d'adaptabilité. On fait du digital parce qu'on a dû s'adapter. C'est beaucoup plus mieux de faire du présentiel. On parle tout d'un coup de faire confiance aux autres, de délégation, de comprendre qu'une organisation humaine va fonctionner sur des objectifs avec du sens. J'ai parlé de développement personnel. Nous parlons d'innovation. Pour arriver au niveau 5, c'est créer une communauté d'organisation. Et la communauté d'organisation, c'est les valeurs partagées. Je parlais courage, intégrité, vision, engagement, transparence, intelligence collective. Et simplement parce qu'on est capable de créer un climat d'apprentissage et de renouveau, alors on peut parler d'intelligence collective. Pour arriver ensuite à favoriser des alliances stratégiques. J'espère que Educateam sera au cœur de la réalliance entre l'Algérie et le Maroc, Inch'Allah, pour qu'on puisse construire des super beaux projets tous ensemble. Et là, c'est l'expert algérien qui parle. Merci, Driss, de nous avoir reçus. Merci pour ce trait d'union et on y tient beaucoup. C'est un véritable vecteur de… Merci beaucoup, cher Dominique, pour cette belle conclusion. Et cette notion de blocs régionaux est importante à tout point de vue. Nous avons des échanges économiques et pédagogiques avec nos chers voisins. Et donc, il n'y a aucune raison que les politiques ne s'y mettent pas un petit peu aussi dans le bon sens, en tout cas de leur point de vue, nous, et des 2 points de vue, on va le dire. On ne rentre pas dans un sujet qui n'est pas l'objet de notre rencontre, mais ce qui est évident, c'est que l'humain est au cœur, encore une fois, de toutes les grandes décisions. Et on va revenir à l'organisation, maintenant qu'on a vu son environnement, qu'on a vu ses leaders. Rita, vous avez maintenant le loisir de reprendre ce que vous voulez reprendre de ce qui a été dit et puis de combiner en plus avec votre écoute très attentive de ce qui a déjà été dit. Merci beaucoup et vous avez 2 minutes pour conclure également. Ce sera notre dernier propos. Alors, que dire derrière ce qui a été dit sans être redondante? C'est tout le challenge de cette conclusion. Je pense qu'effectivement, tout a été dit par Dominique et par Sylvain. On parle de médiation, on parle de communauté, de valeurs partagées. Dans tout ça, on est justement dans ces modèles justement collaboratifs. Parce que dans la collaboration, on retrouve tout ça. Dans la collaboration, on est dans le partage. On est dans le partage de l'information, on est dans le digital parce que c'est peut-être pas un choix pour tous, mais en tout cas, on se retrouve face au digital et au changement et l'adaptabilité au digital avec tous les outils collaboratifs, les réseaux sociaux d'entreprise, les applications de partage où on peut avoir accès, modifier, planifier en instantané, etc. Donc, l'entreprise va s'appuyer sur le digital justement pour outiller et accompagner cette collaboration. Mais n'oublions pas que le digital est un moyen et que si l'humain n'est pas aussi inclus dans cette collaboration, inclus d'abord en tant qu'être humain et ensuite en tant qu'outil de production,
la collaboration ne pourra pas avoir lieu. Et on ne peut pas parler de collaboration justement s'il n'y a pas un système de valeurs qui est partagé. Des valeurs communes, d'abord des valeurs communes entre collaborateurs et aussi communes avec l'entreprise. Ces valeurs-là ne doivent justement pas servir juste de slogan ou d'affichage dans un site web ou à l'entrée de l'entreprise, mais elles doivent vraiment être ancrées. Et quand il y a un décalage entre les valeurs d'entreprise et ce qui est vécu au quotidien, ça se fait ressentir et justement, ça ne permet pas de pérenniser les résultats et la performance. Alors, la performance, oui, mais n'oublions pas aussi que la performance a un coût. Et l'enjeu justement de l'entreprise, c'est de pouvoir pérenniser cette performance dans un contexte justement qui est très mouvant, dans un contexte qui est complexe, dans un contexte où l'être humain aussi est interpellé à différents niveaux. Donc, n'oublions pas d'inclure cet être humain, comme on m'a dit, comme on s'est tous dit depuis tout à l'heure, de l'inclure, mais vraiment dans ce qu'il est et de l'accueillir dans sa vulnérabilité. Donc, je reviens sur vulnérabilité, je reviens sur la résilience et je conclus avec la résilience. Magnifique. Et quelle belle conclusion que de parler de valeurs, d'alignement, de respect de ces valeurs et évidemment avec cette notion d'être dans l'agilité également, d'être dans cette logique de pouvoir respecter ce sur quoi nous nous engageons. Et pour conclure, alors ce que je voudrais vous dire, c'est que merci déjà, un très grand merci à nos chers panélistes qui ont fait un superbe travail d'aller-retour et surtout vraiment d'effet de miroir entre les propos qu'ils avaient les uns et les autres et également en parallèle de regards croisés. C'était bien l'objectif de ce panel, de cette session. Il serait absolument inutile de conclure en faisant une synthèse puisqu'elle a été faite au fil du temps par les uns et les autres. J'ai pu apporter ma propre contribution, mais on peut retenir bien évidemment que l'humain est une matière qui est sensible, qui est très résiliente, mais qui est également très performante si on lui donne les moyens de l'être. Donc, à notre charge à tous en tant que dirigeants de trouver les meilleures approches dans ce sens. Merci et à très vite.